Le kératocone est une affection oculaire très importante, et beaucoup d'entre nous en ont déjà entendu parler. Mais, malheureusement, la plupart des gens savent encore très peu de choses sur ce qu'il est réellement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, sur Octopus Pharmacist, ophtalmologie, nous parlerons des maladies des yeux de manière simple, claire et fiable. Nous découvrirons ce que signifie exactement le kératocone, comment il se développe, quels symptômes apparaissent au fur et à mesure de sa progression et quelles sont les différentes étapes de la maladie. Nous comprendrons aussi les risques liés à l'absence de traitement, et enfin, nous verrons les options thérapeutiques les plus récentes et les plus efficaces disponibles aujourd'hui. Restez avec nous, cet épisode va vraiment vous ouvrir les yeux sur quelque chose de très important. Que la paix soit sur vous. Je suis Hussein Lotfi, et vous regardez la chaîne Octopus Pharmacist. Bienvenue dans un nouvel épisode de Octopus Pharmacist, ophtalmologie, où nous explorons ensemble des sujets passionnants sur la santé des yeux et le soin de la vision. L'épisode d'aujourd'hui porte un titre très spécial, nous allons parler du kératocone. Si vous souhaitez tout comprendre à propos de cette affection, du début jusqu'à la fin, restez avec moi jusqu'à la dernière minute. Comme toujours, commençons par bien comprendre le sujet et voyons pourquoi il est si important. Nous allons d'abord découvrir les principales parties de l'œil, d'une manière simple et claire, car lorsque l'on comprend comment fonctionne l'œil, on comprend plus facilement comment apparaissent des maladies comme le kératocone. Imaginez l'œil comme une caméra de haute précision. Chaque partie a un rôle précis qui permet de capter des images nettes et claires, que le cerveau transformera ensuite en ce que nous voyons réellement. Ce mécanisme ne peut fonctionner correctement que si toutes les parties de l'œil sont saines et propres. La couche blanche externe de l'œil s'appelle la sclère. C'est une membrane épaisse et protectrice qui entoure la majeure partie du globe oculaire, lui donnant sa forme et protégeant les structures internes fragiles. La sclère recouvre tout, sauf la partie avant transparente, la cornée. Ensuite, vient la choroïde, une couche riche en petits vaisseaux sanguins. Sa principale fonction est d'apporter l'oxygène et les nutriments jusqu'à la rétine, la couche sensible à la lumière qui capte les images. Parlons maintenant de la pupille, ce petit cercle noir au centre de la partie colorée de l'œil, appelé iris. La pupille contrôle la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. Elle se dilate lorsqu'il fait sombre pour laisser entrer plus de lumière, et se contracte en présence d'une forte luminosité afin de protéger la rétine d'un excès de rayonnement. L'iris, qui donne à vos yeux leur couleur unique, est constitué de minuscules muscles. Ces muscles ajustent le diamètre de la pupille et régulent la quantité de lumière atteignant le fond de l'œil. La couleur de vos yeux dépend de la quantité de pigment, appelé mélanine, contenu dans l'iris. Voici maintenant la vedette de notre épisode, la cornée. C'est la partie transparente et en forme de dôme située à l'avant de l'œil, qui recouvre à la fois l'iris et la pupille. Elle joue un rôle essentiel dans la mise au point de la lumière sur la rétine. La cornée ne contient aucun vaisseau sanguin, car sa transparence est indispensable à la vision. Elle reçoit plutôt son oxygène et ses nutriments des larmes et du liquide clair à l'intérieur de l'œil, appelé humeur aqueuse. Pour que la lumière la traverse correctement, la cornée doit rester lisse, claire et uniformément courbée. Si sa surface devient irrégulière, comme c'est le cas dans le kératocone, la lumière se disperse, et la vision devient floue ou déformée. Imaginez la cornée comme la vitre protectrice d'un objectif de caméra. Si cette vitre se déforme ou devient trouble, l'image ne sera plus jamais nette. C'est exactement ce que nous verrons plus en détail lorsque nous parlerons du kératocone. Juste après, nous trouvons une fine membrane transparente appelée conjonctive. Elle tapisse l'intérieur des paupières et recouvre la partie blanche de l'œil. Elle protège l'œil contre la poussière, les infections et la sécheresse, tout en reliant les différentes couches externes entre elles. Derrière la cornée se situe le cristallin, un autre élément essentiel qui concentre la lumière entrante directement sur la rétine. Il est flexible et change de forme grâce à de minuscules muscles, appelés muscles ciliaires, ce qui permet de faire la mise au point entre les objets proches et éloignés.
Le cristallin est principalement constitué de protéines disposées en une structure transparente semblable à un gel. Lorsque ces protéines s'agglutinent ou perdent leur transparence, le cristallin devient trouble, c'est la maladie appelée cataracte, qui peut fortement altérer la vision. Enfin, nous arrivons à la partie la plus essentielle de l'œil, la rétine. C'est une fine couche contenant des cellules spécialisées appelées photorécepteurs, réparties en deux types principaux, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets permettent de voir dans la pénombre et de percevoir les mouvements, tandis que les cônes reconnaissent les couleurs et les détails sous une lumière plus intense. La rétine transforme la lumière en signaux électriques qui se transmettent par le nerf optique jusqu'au cerveau. Celui-ci interprète ces signaux pour créer l'image que nous voyons. Et voilà, un aperçu clair et rapide du fonctionnement de l'œil, où chaque partie joue son rôle comme les mécanismes précis d'une caméra. Dans la prochaine partie, nous plongerons plus en profondeur dans le kératocone, comment il se développe, quels en sont les symptômes et quels traitements modernes peuvent aider à retrouver une vision nette. Restez connectés pour découvrir encore plus sur vos yeux, ici même, sur la chaîne Octopus Pharmacist. Après notre brève introduction sur les différentes parties de l'œil, découvrons maintenant une affection très importante, le kératocone, qu'on appelle parfois cornée en cône à cause de la déformation particulière qu'il provoque. Normalement, la cornée doit être lisse, régulière et avoir la forme d'un demi-sphère. Sa courbure uniforme permet à la lumière de traverser correctement et de se concentrer précisément sur la rétine. Mais dans le cas du kératocone, cette forme parfaitement arrondie se déforme peu à peu. La cornée s'amincit et commence à se bomber vers l'avant, formant un cône, ce qui rend la vision floue et déformée. Quand la cornée perd sa forme normale, les rayons lumineux ne se focalisent plus correctement à l'intérieur de l'œil. Cela entraîne des troubles tels que la myopie, un astigmatisme irrégulier et une sensibilité accrue à la lumière. Imaginez un objectif d'appareil photo devenu inégal, l'image ne sera plus jamais nette. Alors, qu'est-ce qui provoque ce changement de forme? La structure principale de la cornée est faite de fibres de collagène. Ces fibres agissent comme des câbles solides qui assurent la résistance, la souplesse et la stabilité de la cornée. Chez les personnes atteintes de kératocone, ces fibres de collagène deviennent plus faibles ou se lient moins bien entre elles. Cette perte de solidité permet à la pression interne de l'œil de pousser la cornée vers l'extérieur, créant ainsi cette déformation en forme de cône. Le processus débute souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, puis progresse lentement au fil des années. À mesure que la maladie avance, la vision devient instable, les lunettes peuvent cesser d'apporter une image nette, car la forme de la cornée continue de changer. Mais pourquoi le collagène s'affaiblit-il? Les médecins n'ont pas encore trouvé une cause unique, mais la recherche met en évidence plusieurs facteurs principaux. Le plus fréquent est l'hérédité, le kératocone touche souvent plusieurs membres d'une même famille. D'autres causes possibles incluent le frottement chronique des yeux, qui peut endommager les tissus cornéens, ainsi que les allergies ou inflammations répétées, qui fragilisent la cornée au fil du temps. Parfois, le stress oxydatif, un déséquilibre entre radicaux libres et antioxydants, peut également contribuer à son amincissement. Ainsi, se frotter les yeux ne cause pas à lui seul le kératocone, mais cela peut accélérer considérablement son évolution et aggraver la déformation. Alors, comment savoir si l'on souffre d'un kératocone? Les symptômes apparaissent généralement de façon progressive. Le premier signe est la perception d'halos ou d'éblouissement en étoiles autour des sources lumineuses, surtout la nuit. Ensuite, la vision devient floue ou double, même avec des lunettes ou des lentilles de contact. Une sensibilité accrue à la lumière vive, ainsi que des rougeurs ou un inconfort oculaire occasionnel, peuvent également se manifester. Certaines personnes remarquent aussi que leur correction optique doit être changée fréquemment, c'est un autre signe d'alerte précoce. Si l'un de ces symptômes apparaît, il est essentiel de consulter rapidement un spécialiste en ophtalmologie. Seul un examen précis permet de confirmer s'il s'agit bien d'un kératocone ou d'une autre affection oculaire. Comprendre la cornée et les changements qu'elle subit est la première étape pour protéger votre vision. Dans la prochaine partie,
nous parlerons des différents stades de la maladie et des traitements modernes disponibles aujourd'hui pour retrouver une vision claire. Restez avec nous, votre vision mérite toute votre attention. Passons maintenant à la troisième et dernière partie de l'épisode d'aujourd'hui, et, honnêtement, c'est la plus importante pour nous tous. Nous allons parler des étapes du traitement du kératocône, ou, comme certains l'appellent, de la cornée en forme de cône. Les médecins classent le kératocône en 3 stades principaux, léger, modéré et avancé. Chaque stade nécessite une approche thérapeutique différente, et c'est le médecin qui décide de la meilleure option selon le degré de déformation et l'amincissement de la cornée. Commençons par le premier stade, la forme légère. Ici, l'objectif principal est de maintenir une vision claire et d'empêcher la maladie de progresser. À ce stade précoce, le médecin peut prescrire des lunettes ou des lentilles de contact spéciales. Mais ces lentilles ne sont pas des modèles classiques servant simplement à corriger la vue. Certaines sont spécialement conçues pour remodeler légèrement la cornée et améliorer la manière dont la lumière se focalise sur la rétine. Cela permet de retrouver une vision plus nette et de réduire l'astigmatisme irrégulier. Il existe plusieurs types de lentilles que le médecin peut choisir, en fonction de chaque cas. Les lentilles piggyback, qui associent une lentille souple placée sous une lentille rigide. Les lentilles hybrides, avec un centre rigide et des bords souples pour plus de confort. Les lentilles rigides perméables au gaz, qui aident à régulariser la surface de la cornée. Et les lentilles sclérales, qui reposent sur la partie blanche de l'œil et recouvrent la cornée, offrant une excellente vision et un grand confort. Lorsque la maladie évolue au-delà de ce stade, on atteint la deuxième phase, le stade modéré du kératocône. Ici, le traitement de référence est une procédure appelée cross-linking cornéen, ou renforcement de la cornée. C'est un acte rapide, peu invasif, généralement réalisé en clinique plutôt qu'à l'hôpital, et qui dure environ 30 minutes. Le principe est simple, après avoir anesthésié l'œil, le médecin instille des gouttes de riboflavine, une forme de vitamine B2, sur la cornée, puis l'expose à une lumière ultraviolette contrôlée de type UVA. Cette lumière active la riboflavine et déclenche une réaction naturelle qui renforce les liaisons entre les fibres de collagène. La cornée devient alors plus rigide et plus stable, ce qui réduit considérablement le risque d'une nouvelle déformation. Le cross-linking ne permet pas de remettre la cornée dans sa forme d'origine, mais il stoppe efficacement la progression du kératocône dans la grande majorité des cas. Les patients commencent généralement à percevoir une amélioration entre 3 et 12 mois après la procédure. Si la maladie atteint le troisième stade, le stade avancé, la vision devient très trouble, et les lentilles de contact classiques ne tiennent plus correctement. À ce moment-là, les médecins envisagent plusieurs options chirurgicales pour restaurer une meilleure qualité visuelle. La première s'appelle les segments d'anneau intracornéens, plus connus sous le nom d'INTAC. Durant cette petite intervention, le chirurgien crée un minuscule tunnel dans la cornée et y insère 2 fines bagues en plastique, courbées comme la lettre C. Ces anneaux aplatissent délicatement la cornée et la stabilisent, permettant à la lumière de mieux se focaliser. L'opération des INTAC dure environ 15 minutes et est pratiquement indolore. Les patients constatent souvent un meilleur confort avec leurs lentilles après l'intervention, et l'un des avantages majeurs est que ces anneaux peuvent être retirés ou remplacés plus tard si nécessaire. Une autre option pour les cas plus avancés s'appelle la kératoplastie lamellaire antérieure profonde, ou DALK. Dans cette technique de greffe partielle, seules les couches abîmées de la cornée sont remplacées par un tissu sain provenant d'un donneur, tout en conservant la couche interne du patient. Cette méthode permet de redonner à la cornée sa solidité et sa transparence, tout en réduisant le risque de rejet par rapport à une greffe complète. Enfin, dans les cas les plus sévères, lorsque tous les autres traitements ne suffisent plus, une greffe totale de cornée, appelée kératoplastie transfixiante, devient nécessaire. Cette intervention consiste à remplacer toute la cornée par un tissu prélevé sur un donneur. L'opération dure environ 1 heure. Après la greffe, la plupart des patients retrouvent une vision nettement améliorée au bout de 3 à 6 mois. Cependant,
Comme la nouvelle cornée provient d'une autre personne, il est essentiel de suivre un traitement médicamenteux prescrit par le médecin pour éviter le rejet du greffon. Quelle que soit la méthode employée, une étape reste indispensable après chaque traitement, le port de lunettes ou de lentilles médicales adaptées. Elles garantissent une vision stable et aident à préserver le résultat obtenu. Et voilà qui nous amène à la fin de l'épisode d'aujourd'hui de Octopus Pharmacist, Ophtalmologie. J'espère sincèrement que ces informations vous ont été utiles et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur la manière de protéger votre vue et d'améliorer votre vision. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo avec vos proches. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via Patreon, PayPal ou directement ici, sur YouTube. Merci d'avoir regardé cet épisode, et, comme toujours, prenez soin de vos yeux, car la vision est l'un des plus grands dons de la vie.